Vous écoutez à page ouverte le bonus Halloween. Nous sommes la veille d'Halloween. Les enfants préparent leurs sacs de bonbons, ils enfilent leurs déguisements, mais les plus grands, eux, cherchent à trembler de peur. Et qui est le roi des frissons ? Celui qui nous fait dresser les poils rien qu'avec des livres ? Je ne citerai qu'un seul nom, celui du maître de l'horreur, Stephen King. L'un de ses romans les plus célèbres est bien sûr Shining. Que vous ne l'ayez lu ou que vous n'ayez pas vu l'adaptation en film de Stanley Kubrick, vous connaissez sûrement l'histoire. Un hôtel isolé dans les montagnes, un nouveau gardien pour l'hiver, des chambres hantées, du sang. Mais entre le roman de 1977 et le film de 1980, il y a de nombreuses différences. Stephen King était vraiment déçu de cette adaptation sur grand écran. Tellement déçu qu'il a décidé de se venger à sa façon en écrivant lui-même le scénario d'un téléfilm réalisé par Mick Garris en 1997. Pour cet épisode bonus, nous avons une revenante. Je vous rassure, ce n'est pas un fantôme de l'au-delà. L'experte cinéma de À page ouverte est de retour pour nous parler du film Shining. Bonjour Laetitia. Bonjour Raphaël. Est-ce que tu as eu peur de Shining ? La première fois que j'ai vu ou entendu parler de Shining, c'est au collège, quand j'avais une option cinéma obligatoire. Je suis une des rares écoles où on a eu ça. On est allé à un atelier de la Cinémathèque française et je ne sais pas pourquoi. Ils ont montré l'extrait de Wendy avec sa batte en train de monter les escaliers avec son mari qui est joué par Jack Nicholson qui fait absolument peur. Je ne comprenais pas pourquoi on nous a montré ça, pourquoi elle avait peur, ça m'avait foutu une angoisse, c'est pas possible. Et surtout qu'en plus, tu connais nos parents ne voulaient pas qu'on regarde de films d'horreur. Oui. Donc, moi, sur le moment, je me suis dit, c'est ça donc l'expérience film d'horreur. Est-ce que après, plus tard, quand tu l'as revu en entier, cette fois, t'as eu peur ? Je crois que c'est pas tant de temps que ça après que j'ai vu, parce que je me suis un peu renseignée sur le cinéma d'horreur, donc j'ai vu des films qui font plus peur que Shining avant de le voir en entier. Et en fait, il y a des choses qui sont vraiment très dérangeantes. Je pense que par rapport à un cinéma d'aujourd'hui, il y a des choses beaucoup plus gore, beaucoup plus dérangeantes, beaucoup psychologiques qui sont sorties depuis. Shining, c'est devenu une très très grande référence pour ça. Et je pense que oui, il fait peur, mais je peux comprendre ceux qui se disent pas c'est le film le plus effrayant que j'ai vu dans ma vie. Donc on va revenir un peu sur l'histoire de Shining. Donc les trois personnages principaux de l'histoire sont Jack Torrance, sa femme Wendy et leur fils Danny. Avant d'en dire plus, je tiens à vous préciser que contrairement au film, le roman ne commence pas avec l'entretien de Jack pour le poste de gardien d'hiver dans cet hôtel. Dans le livre, on a plein de détails sur ce personnage et sa famille. Jack est alcoolique, il a des crises d'impulsivité, il a même cassé le bras de Danny. Donc quand il annonce à Wendy qu'il a une opportunité de travail dans un hôtel isolé et ils vont être confinés pendant 6 mois, Wendy, elle n'est pas franchement ravie à l'idée de se retrouver seule avec un mari violent et leur enfant. On comprend assez vite que le couple est instable. Laetitia, comment le couple est présenté dans le film ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le générique avec la voiture. Et après, on a environ 5 minutes de présentation de nos personnages principaux séparément. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Jack qui est parti voir l'hôtel faire l'entretien pour devenir gardien. Et en parallèle, nous avons Wendy et Danny à la maison dans leur petit appartement de banlieue américaine. Bon, ça a l'air d'être une famille très conventionnelle au final, parce que lui, il n'a pas l'air particulièrement violent. Au contraire, il paraît même plutôt sympathique. Elle, peut-être un peu mélancolique. Et on a Danny qui n'a pas l'air d'avoir peur de son père, effectivement. L'intrigue principale de Shining, c'est tout ce que voit et entend le petit Danny. Dans le film, on le voit parler avec son petit doigt, mais on peut penser naïvement que c'est un jeu d'enfant avec un ami imaginaire. Je pense qu'on l'a tous fait. Mais petit à petit, il commence à avoir des visions dérangeantes. Dans le livre, c'est un peu différent. Danny, il fait déjà des cauchemars sur l'hôtel avant même d'y mettre les pieds. Il en parle à ses parents qui ne font pas vraiment attention. En réalité, il a un pouvoir surnaturel, le Shining, d'où le titre de l'œuvre. Ce don lui permet de voir le passé et le futur, et en même temps, il entrevoit des scènes d'une violence extrême avec des morts atroces.
Avant d'en dire un peu plus, qu'est-ce que tu penses du jeu d'acteur de Danny Lloyd qui joue le rôle de Danny Torrance ? On a un peu regardé toutes les deux qu'est-ce qu'il a fait d'autre. En fait, on se rend compte qu'il n'a fait que des choses en rapport avec Shining. C'est comme si il était possédé lui-même par le Shining. Je trouve qu'en fait, qu'il est vraiment bien casté parce qu'il fait vraiment cette petite tête très classique, en plus avec vraiment la coupe de cheveux des années 70-80, tu vois, vraiment à l'ancienne. Et puis, je crois que je n'ai jamais vu ce garçon sourire, en fait, de tout le film. Je ne l'ai jamais vu sourire, genre, c'est l'enfant le plus malheureux du monde. Alors, il pleure pas non plus, mais tu le vois vraiment pas très rassurant quand même. Et en plus, tu lui demandes de jouer avec ton index pour jouer et prendre une autre voix, une voix en plus pas très rassurante. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé à l'époque. En plus, Kubrick, on va pas se mentir, il n'était pas connu pour être le cinéaste le plus tendre. Alors peut-être que avec un enfant, c'était un peu différent. Mais je sais qu'avec Shelley Duvall, l'actrice de Wendy. Voilà, l'actrice de Wendy, c'était pas très tendre. Je crois qu'ils ont fait plus de 100 prises pour la scène dans les escaliers avec la batte. Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment l'épuiser moralement pour vraiment que ce soit naturel dans le film. Et je pense que c'est ça qui est terrifiant, en fait, et tu le ressens. Je pense qu'elle avait vraiment peur de Stanley Kubrick. Il y a une scène du roman qui m'a particulièrement marquée, qui se passe justement avec Danny, mais elle n'est pas dans le film. Il s'agit de la toute première vision de Danny sur l'autel. Il voit un mur couvert de sang, comme si un crâne avait été explosé dessus. Ça donne la chair de poule. C'est comme ça justement que Stephen King pose l'intrigue du pouvoir Shining et de cet hôtel mystérieux. Et à la place de cette scène, Kubrick, lui, il a décidé de mettre en scène 2 jumelles qui viennent voir Danny. Il a quand même gardé un élément principal du livre, c'est l'univers sanglant de l'histoire. Et justement, comment Kubrick il a utilisé l'élément du sang dans son film ? En fait, ceux qui ont vu Shining, je pense que le plan le plus marquant en fait du film, c'est justement ce plan fixe face aux ascenseurs qui sont fermés et on voit une cascade de sang, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment une cascade de sang et on se noie, en fait, la caméra se noie dans cette cascade de sang et c'est hyper cru du coup, comme ça, je pense qu'il y a peu d'autres réalisateurs qui ont mis autant de sang pour une scène. Donc en fait, ça prouve vraiment quelque chose parce que dans mes souvenirs, dans le film, t'as un peu de sang parce que notamment un peu vers la fin, quand Jack il pète vraiment un câble, j'avoue que j'arrive pas trop comprendre le sens en fait de ce sang, donc vraiment pour montrer les choses très morbides et puis dangereuses en fait. Pour ça, comme j'ai pas lu le livre, je t'avoue, je sais pas trop comment ressentir, mais ça me fait penser à un autre livre quand même de Stephen King, parce que j'ai quand même lu au moins un livre de Stephen King. Incroyable. C'est Carrie au bal du diable. Ah oui. Donc Carrie. Et après, j'ai vu l'adaptation du film de Brian De Palma. Et dans Carrie aussi, pour chez Stephen King, ça commence par le sang. Donc quand Carrie découvre qu'elle a la première fois ses règles sous la douche. Donc il y a vraiment un lien avec le sang qui est directement fort en fait. Donc, je sais pas si c'est propre à Stephen King ou propre à Stanley Kubrick en vrai. Alors, je suis pas une experte de la littérature horrifique ni forcément de Stephen King, mais j'ai lu quand même plusieurs livres de Stephen King. Et dans les livres que j'ai lus, il n'y a pas forcément beaucoup de sang à chaque fois. Je peux citer par exemple La part des ténèbres. Il n'y a pas plus de sang que ça. C'est vraiment une histoire d'esprit un peu glauque. Donc voilà, je pense que c'est juste en fonction de l'histoire et de l'univers qu'il a envie de créer, il met ou pas du sang. Peut-être que le fait que Kubrick il ait mis cette scène au tout début après le générique, c'est peut-être pour faire écho justement à la première vision de Danny dans le livre. Dans le livre, on le comprend beaucoup mieux parce qu'on sait que c'est Danny qui voit ça, même si on comprend pas trop pourquoi il a cette vision. Alors que dans le film, on sait pas qui a cette image-là en tête, mais ça peut quand même donner l'esprit de l'histoire au final. J'étais persuadée que ça arrivait beaucoup plus tard dans le film, quand il était déjà dans l'hôtel et justement Danny qui est sur son petit vélo où il traverse tout l'hôtel dans les couloirs et que c'est quand il tombe sur le fantôme des jumelles qu'il a cette vision. Et c'est quand même fort quand même de commencer un film comme ça avec un petit garçon et puis avec des plans très rapides tout d'un coup. Tu vois même Danny la bouche grande ouverte, donc t'as pas de hurlement ou quoi que ce soit, mais c'est glaçant en fait ce montage. Pendant leur isolement, Jack commence peu à peu à perdre la tête. On le voit tout aussi bien dans le livre et dans le film, c'est un point commun entre les deux œuvres, mais Stephen King n'a jamais été satisfait de la façon dont Kubrick l'a montré. Il a même déclaré « Dans mon livre, il y a un déroulement narratif où Jack Torrance essaye d'être bon et c'est petit à petit qu'il arrive à un stade de folie. » Dans le livre, Jack essaye de se battre un peu contre ces démons qui sont réveillés par l'hôtel de différentes manières. Il lutte vraiment contre la folie, mais malheureusement, il finit par céder.
Alors que dans le film, la folie est en lui dès le début et il essaye pas vraiment d'y échapper. En tout cas, moi, j'ai pas eu l'impression que le personnage se battait pour ça. Comment est-ce qu'on peut amener la folie au cinéma et comment elle est présentée dans Shining ? Alors, déjà, est-ce que dans le livre, il est écrivain aussi, Jack ? Il écrit, il est aussi enseignant et je crois qu'il a eu des problèmes de violence aussi à l'école. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, moi, c'est un peu une des choses que je reproche au film, personnellement. C'est que y a pas vraiment d'explication pourquoi il devient fou. Je trouve que c'est un peu facile de dire, c'est un auteur, du coup, il va se confiner et comme il n'arrive pas à très bien écrire ou il est dans un trouble obsessionnel, en tout cas, lié à son projet d'écriture. Alors après, de comment Kubrick a amené la folie, justement, je trouve que c'est un peu facile. En fait, il joue beaucoup avec le côté très labyrinthe, où on va se perdre. C'est vrai qu'un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est le décor du labyrinthe qu'il y a dans le jardin, enfin dans une espèce de jardin de l'hôtel. Je pense que ça joue beaucoup sur le décor, le fait qu'il soit seul au milieu de ce monde très froid, le fait que peut-être qu'il n'arrive pas à écrire. Et après, comment amener de manière générale une folie ? Dans le film, en fait, de Black Swan, par exemple, quand elle a des visions, en fait, c'est amené petit à petit. Les émotions, le comportement du personnage évolue, en fait, en fonction de ses visions. Alors que dans le Shining, celui qui a des visions, c'est Danny, en fait. Ou alors peut-être qu'on nous trompe, et en fait c'est Jack qui en a depuis le début. Jack, il en a aussi dans le film, des visions. Oui, c'est vrai qu'il a des visions sur la fin. Peut-être que justement... non, mais pas forcément qu'à la fin. La scène où il prend un verre avec le barman mort, là. C'est au milieu du film, je crois. Ouais, mais même la dame qui sort de la baignoire, enfin voilà. Ah oui. La scène la plus connue du film, je pense que c'est celle de la hache. On peut l'écouter. Here's Johnny. Petit contexte, ici, Jack a totalement perdu la tête. Il veut tuer sa famille et il se met à poursuivre sa femme dans l'hôtel. Wendy part en courant se cacher derrière une porte qu'elle ferme à clé. Et Jack, il prend une hache et défonce la porte. On est tous marqués par les cris de Wendy qui ont fait siffler nos tympans. Stephen King n'a pas aimé non plus cette partie du film. Il ne comprend pas l'interprétation du personnage féminin qui pour lui est présentée comme une espèce de serpillière hurlante. Et autre petit détail, dans le livre, Jack ne prend pas une hache mais un maillet pour casser la porte. Laetitia, comment est-ce qu'on peut analyser la scène de la hache ? C'est une scène qui a été parodiée tellement de fois en fait, parce que c'est vrai que c'est triste à dire, mais je comprends pourquoi en fait Stephen King ne l'a pas aimé même sans avoir lu le livre, parce que on va pas se mentir, c'est un peu ridicule quand même. Et bien que Kubrick reste un très grand cinéaste, que les acteurs sont quand même géniaux, les cris de Wendy, de Shelley Duvall, sont glaçants. Le plan est quand même resté célèbre. C'est quand même l'affiche du film aussi, il faut le rappeler. Ah oui, avec Jack. Ouais, et puis même et Wendy qui est en train d'hurler avec son grand couteau de cuisine. C'est triste. En fait, je pense que là, elle peut faire rire nerveusement parce qu'en fait, peut-être qu'elle a un peu mal vieilli cette scène, je pense. Mal vieilli dans le sens de l'interprétation. C'est bien fait techniquement, le jeu d'acteur, encore une fois, il est bien fait au niveau du son. Le son, il est excellent dans cette scène. Mais c'est juste, il a un grand sourire comme ça. On a un peu revu la filmographie de Jack Nicholson. On rappelle qu'il a joué quand même le Joker dans Batman. Oui. Il y a un peu ce côté-là, quoi, tu vois, de grand sourire et un peu qui fait vraiment peur. Donc en fait, je peux comprendre qu'on a un peu un rire nerveux devant cette scène. Après, ça reste une scène culte et puis ça reste une grande scène de cinéma d'horreur. On va pas en dire trop non plus pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film ou lu le livre ou ni l'un ni l'autre. Mais on peut quand même s'attarder sur l'aspect visuel du film. Shining, j'ai vu dans de nombreux articles en faisant des petites recherches qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma. Kubrick, il a transformé un vrai roman d'horreur où on a quand même pas mal de descriptions sur les paysages, les personnages, etc. Mais il a quand même réussi à transposer tout ça en une véritable expérience sensorielle, presque mentale. Je vais un peu me répéter par rapport à ce que je disais au début de l'épisode, mais je pense que c'est vraiment tout ce côté très géométrique de la part de Kubrick, ne serait-ce que dans les mouvements de caméra. Par exemple, quand il marche dans l'hôtel, on a dit que Wendy et Danny sont en train de visiter les cuisines. En fait, c'est hyper propre, en fait, la manière dont c'est fait, c'est hyper fluide. Et pareil, Danny qui est sur son petit vélo qu'on est en train de suivre, c'est des très longs plans, silencieux en plus, ou en tout cas son naturel, brut. Le côté sensoriel, je le ressens très bien, par exemple, dans ces plans-là. La lumière, elle a été faite par John Alcott, qui a fait tous les films de Kubrick à partir de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc, c'est souvent une lumière très épurée.
Il y a une lumière un peu blanche, pas aveuglante, mais comme un filtre en fait. Comme si la lumière allait jouer en fait, donc le côté très glacial aussi, qui joue beaucoup, moi je pense déjà pour le décor, pour la saison où ça se passe. Ça peut vraiment jouer sur la vision du film. Après pour ce qui est la couleur, pour moi la couleur qui ressort le plus c'est le rouge. Pas que pour le sang. Même tu vois la scène dans les toilettes, ça a notamment inspiré un autre film qui est sorti récemment, donc un film qui s'inspire de beaucoup d'autres films, qui est The Substance de Coralie Farja, donc je crois que tu l'as pas vu. Non. Je te le recommande, toi qui aimes bien les films d'horreur. Et en fait, c'est vraiment un décor qui a vraiment marqué en fait sur la manière dont le rouge est utilisé. En fait, le rouge au cinéma, ça peut aussi faire penser à tout ce qui est lié au corps, au charnel. Mais aussi, ça va être tout ce qui est lié au sang. Je peux recommander à tes auditeurs d'aller voir des épisodes là-dessus. Je pense que la série Blow Up sur Arte, que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube, a fait un épisode spécial Le Rouge au cinéma. Et je crois que Shining revient vraiment beaucoup dans les exemples. Merci de nous avoir présenté le film de Shining. Maintenant, à vous de décider si vous allez regarder le film ou lire le livre pour Halloween. Personnellement, je peux vous conseiller d'autres livres si vous cherchez à frissonner pour Halloween. Il y a bien sûr Dr. Sleep de Stephen King qui est en fait la suite de Shining qui a été récemment, je crois il y a pas très longtemps, adapté au cinéma. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas super fans des esprits, je peux vous conseiller un autre roman, cette fois-ci de Thomas Harris, Le silence des agneaux. Là, c'est vraiment c'est encore une histoire sanglante avec un tueur en série, mais il n'y a pas d'esprit et il y a Hannibal Lecter dans cette histoire. Laetitia, est-ce que en plus de Shining, tu aurais 3 films d'horreur, tu n'as pas le droit de citer La 7e victime, à conseiller pour passer à un Halloween très frissonnant? Alors, il y a un film que je peux recommander si vous n'aimez pas justement les films d'horreur. Tu peux nous conseiller des films d'horreur? Alors, si vous n'aimez pas, qui a un rapport avec le cinéma d'horreur, vous avez peut-être entendu parler de Coupé de Michel Hazanavicius. On se rend compte qu'il est une sorte de film de zombies, mais on n'en dit pas plus. Mais sachez en tout cas que si vous avez vu ce film, c'est un remake d'un petit film japonais qui s'appelle Ne coupez pas. Donc ça, je vous le recommande. C'est réalisé par Shinichiro Ueda. Il y a un film que moi je recommande qui est un très grand classique, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est Scream de Wes Craven. Ça, c'est vraiment bien. C'est un très grand classique et là par contre, âme sensible, s'abstenir. Et un dernier que je peux conseiller, c'est The Host de Bong Joon-ho, celui qui a fait Parasite, qui est un film de monstres. Donc là, on n'est pas trop sur du sanglant, on est vraiment sur du film de monstres en Corée du Sud. C'est vraiment très très bien fait, que je recommande absolument. Merci beaucoup Laetitia d'avoir participé pour la 2e fois dans un podcast de À Page Ouverte. Merci à toi. Vous venez d'écouter À Page Ouverte, un podcast écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.